Le chapitre 3 porte sur l'énergie et ses manifestations. Dans cette vidéo, nous allons parler de la force gravitationnelle ainsi que de l'énergie potentielle de gravitation. Une force est une action capable de modifier le mouvement d'un objet ou de le déformer en le poussant ou en le tirant. Alors, modifier, ça veut dire qu'on peut accélérer, qu'on peut changer sa direction, qu'on peut l'arrêter. Et puis, déformer, bien sûr, ça peut signifier le plier, le casser, ainsi de suite. Et donc, une force, c'est une traction ou une poussée. Pour représenter une force, elle doit avoir une direction. La direction peut être représentée par une ligne qui est à un certain angle par rapport à une surface de référence ou par rapport à une référence. Donc, la direction va être donnée en degrés. C'est aussi représenté par le sens. Le sens, ça va être représenté par une flèche ou la pointe d'une flèche. Pour la force comme telle, on va mesurer son intensité. Si on a, par exemple, une flèche, bien, on va s'entendre sur une unité de mesure pour dire, par exemple, qu'une flèche 10 cm équivaut à 10 newtons, par exemple. Donc, si je dessine une flèche de 2 cm, ça représenterait une force de 20 newtons dans ce cas-ci. Et puis finalement, bien, on va illustrer une force à l'aide d'un point d'application, donc l'endroit où la force est appliquée, soit pour tirer, comme dans le cas présent, ou soit pour pousser sur un objet. La force est mesurée en newton, représentée par la lettre majuscule N. Le newton est la force nécessaire ou la force exercée sur un objet de 1 kg qui est accéléré à 1 mètre par seconde au carré. Ça veut dire ça qu'à chaque seconde, il accélère de 1 mètre. Pensez, lorsque vous laissez tomber un objet, il ne tombe pas de façon régulière. À partir du moment que vous le laissez tomber, il va tomber de plus en plus vite. Il va accélérer. C'est ce qu'on entend par ça ici. Donc, si je reviens ici, on a une force qui est illustrée par une flèche. La direction va être mesurée en degrés par rapport à une surface de référence, par exemple. Le sens par la pointe de la flèche, le point d'application ici, et puis la longueur de la flèche va dépendre de son intensité. Il existe 4 forces fondamentales que nous connaissons. La force de gravitation, la force électromagnétique, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible qui existent à l'intérieur du noyau des atomes. Celle qui nous concerne présentement, c'est la force de gravitation. Maintenant, regardons quelques principes ici très importants à se souvenir. La masse est une mesure de la quantité de matière d'un objet. Donc, si j'ai par exemple une tasse de céramique, que je mesure sa masse sur la Terre, et disons que la masse est 300 grammes. Si je l'amène sur la Lune, sa masse sera toujours de 300 grammes, c'est-à-dire que la quantité de matière qui constitue la tasse ne changera pas. Le poids, par contre, peut changer, parce que le poids est une mesure de la force gravitationnelle exercée sur un objet. Donc, le poids est mesuré en newton et ça va dépendre de 2 facteurs, la masse de l'objet et l'intensité du champ gravitationnel. La masse est mesurée en kilogrammes et l'intensité du champ gravitationnel est indiquée en newton par kilogramme. Alors, regardons d'un petit peu plus près ici la force gravitationnelle. Donc, la force gravitationnelle sur la Terre produit une accélération de 9,8 mètres par seconde au carré près de la surface de la Terre. Ça varie très peu là, à quelques dizaines ou centaines ou quelques milliers de mètres de hauteur, disons. Okay? Alors, si on se souvient que la mesure de 1 newton, c'est l'équivalent d'une masse de 1 kg accélérée de 1 mètre par seconde au carré, bien, puisque l'accélération sur la Terre est 9,8 mètres par seconde au carré, l'intensité du champ gravitationnel de la Terre sera donc 9,8 newtons par kilogramme. Alors ça, c'est une mesure de la force gravitationnelle
une autre façon de l'exprimer, c'est la mesure du poids d'un objet. Alors, c'est-à-dire que c'est ce qu'on utilise pour mesurer le poids d'un objet. Donc ça, c'est sur la Terre. Sur différents corps, bien, l'intensité du champ gravitationnel va dépendre de la masse de l'objet et de d'autres facteurs, comme par exemple son diamètre. Donc, vous devez retenir que l'intensité du champ gravitationnel sur la Terre, c'est 9,8 mètres par seconde, c'est 9,8 newtons par kilogramme. Vous n'avez pas à vous souvenir des autres valeurs sur, par exemple, d'autres astres. Par contre, si je vous les donne dans un examen, bien, vous devrez être en mesure de faire le calcul. Comme par exemple, j'ai un objet qui a une masse de 50 kg sur la Terre. Quel sera son poids sur la Terre? Quelle sera sa force gravitationnelle sur la Terre? Ou quelle sera sa force gravitationnelle ou son poids sur la Lune? Donc, vous devrez être en mesure de faire ça. Maintenant, assurez-vous d'être capable de faire des conversions qui sont nécessaires pour faire vos calculs. Par exemple, si je veux mettre des grammes en kilogrammes, je dois diviser par 1000. Si je veux mettre des kilogrammes en grammes, qu'on ne voit pas vraiment ici, mais plus loin dans le chapitre, bien, il faut multiplier par 1000. C'est pas très important de pouvoir faire ça. Donc, je veux connaître le poids d'une pomme dont la masse est 200 grammes et je veux savoir c'est quoi son poids sur la Terre et son poids sur Mercure. Alors, première des choses, il va falloir convertir 200 grammes en kilogrammes, donc 0,2 kg, fois l'intensité du champ gravitationnel sur la Terre, donc 9,8 newtons par kilogramme, et ça me donne 1,96 newtons. Si je veux savoir quel est son poids, donc W minuscule, ça représente le poids, ça vient du mot anglais weight, donc toujours 0,2 kg, fois l'intensité du champ gravitationnel sur Mercure qui est 3,63, et ça va donner 0,726 newtons. Donc la masse de l'objet ne change pas, son poids, l'intensité avec laquelle il est attiré par l'astre, que ce soit sur la Terre ou sur Mercure, n'importe quelle autre planète, va varier en conséquence. Donc, calculez donc le poids d'un livre de sciences, c'est-à-dire le poids d'un livre de sciences est 21,56 newtons. Quelle est sa masse? Alors, dans ce cas-ci, la masse va être égale à 21,56 newtons divisé par l'intensité du champ gravitationnel qui est 9,8 newtons par kilogramme. Et ça nous donne 2,2 kg. Maintenant, l'énergie potentielle de gravitation est l'énergie de réserve qu'en possède un objet en raison de sa masse et de sa hauteur par rapport à une surface de référence. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça? Bien, si je prends ma tasse et je la soulève à une certaine hauteur par rapport à la table, disons 1 mètre, bien, elle va avoir acquéri une certaine quantité d'énergie potentiel de gravitation. C'est-à-dire que si je la tiens soulevée au-dessus d'une surface de référence, elle a de l'énergie, mais cette énergie-là n'est pas utilisée présentement. Donc, on parle d'énergie potentielle. Si je laisse tomber l'objet, bien, cette énergie-là se transforme en énergie cinétique. On va voir ça un petit peu plus loin. Et ça se transforme en énergie cinétique. Alors, si je prends mon même objet qui était à 1 mètre du sol et je le soulève à, disons, 5 mètres du sol, la hauteur a changé et donc son énergie potentielle va avoir augmenté aussi. Alors, par exemple, imaginez une balle de golf que vous laissez tomber sur votre pied d'une hauteur de 10 cm. Ça va certainement faire moins mal que si vous la laissez tomber sur votre pied d'une hauteur de 10 mètres, par exemple. Alors, l'énergie potentielle gravitationnelle est une mesure de la masse fois l'intensité du champ gravitationnel, qui est toujours 9,8, une valeur que vous devez retenir, fois la hauteur qui est en mètres. Donc, l'énergie potentielle fois la masse fois l'intensité du champ gravitationnel fois la hauteur. Alors, quelle est l'énergie potentielle d'un lustre de 4 kg suspendu à 2,6 mètres du sol? Alors, on va faire 4 kg fois 9,8 newtons par kilogramme fois 2,6 mètres et ça donne 101,92 joules.
Peut-être que vous réalisez ici aussi que si je fais 4 fois 9,8, ça va me donner la force gravitationnelle ou le poids, n'est-ce pas? Donc, si j'ai déjà le poids et j'ai simplement à mesurer par la hauteur en mètres pour obtenir la même réponse. Une boule de billard de 101,43 grammes est suspendue à 4 mètres du sol. Une baie de 14,33 grammes est suspendue à 26,7 mètres du sol. Quel objet a la plus grande énergie potentielle? Bien, à ce moment-ci, on va refaire le calcul en s'assurant de mettre nos grammes en kilogrammes. Donc, on va avoir 0,10143 kg fois 9,8 fois 4, ça donne 3,98. Alors, dans ce cas-ci, la boule de billard aurait une plus grande énergie potentielle que la baie. Maintenant, on peut s'imaginer facilement que si on avait soulevé la baie à peut-être 40 mètres, bien, son énergie potentielle de gravitation serait plus élevée. Un plongeur sur un tremplin de 5 mètres a une énergie potentielle de 3038 joules. Quelle est sa masse? Alors, on peut isoler pour sa masse, sachant que l'énergie potentielle divisée par, entre parenthèses, la hauteur fois l'intensité du champ gravitationnel va nous donner la masse qui est 62 kg. Quel est le poids et la masse d'une cabane à oiseaux placée à 4 mètres du sol si son énergie potentielle est 200 joules? Bien, souvenez-vous que le poids, c'est l'intensité du champ gravitationnel fois la masse. Donc, si je fais 200 divisé par 4, je vais avoir 50 newtons. Ça, c'est le poids. Maintenant, pour avoir la masse, ben, je vais tout simplement diviser 50 newtons fois 9,8 newtons par kilogramme et ça me donne 5,1 kg. Un autre exemple ici. Au moment où il est lâché au point A, le pendule qui a une masse de 175 grammes est à 0,9 mètres de hauteur. À se remonter au plus haut, au point B, on peut s'imaginer qu'il perd un petit peu d'énergie à chaque fois, n'est-ce pas, que le pendule monte et descend ici. Quelle est son énergie au point A et au point B? Alors encore là, c'est toujours une question de surface de référence. Donc, l'énergie dans A, c'est la masse fois l'intensité du champ gravitationnel fois la hauteur. Même chose pour B. Alors, voici les valeurs. Maintenant, si vous vous souvenez, il y a quelques leçons, nous avons fait le rendement. Alors, on peut calculer à partir de cette information quel est le rendement du pendule. Alors, bien sûr, le pendule, éventuellement, va finir par s'arrêter parce qu'il perd un petit peu de son énergie à chaque fois, à cause, par exemple, de la friction, de l'élasticité dans la corde et ainsi de suite. Alors, quel est le rendement de ce système? On se souvient que le rendement, c'est l'énergie utile divisée par l'énergie consommée fois 100%. Alors, dans ce cas-ci, mon énergie utile, c'était la remontée la plus basse et l'énergie consommée, c'était l'énergie au départ. Donc, on divise l'un par l'autre fois 100% et ça nous donne 96,67%.